Lors d'un tirage de loto, 49 boules, numérotées de 1 à 49, sont placées dans un boulier et un meneur de jeu en tire au sort 5 parmi les 49 sans remise entre les tirages. Pour jouer au loto, on remplit une grille, c'est-à-dire qu'on choisit 5 numéros entre 1 et 49 et on gagne si les 5 numéros que l'on a choisis sont les mêmes que le numéro des boules qui sont sorties du boulier. On ne prend pas en compte l'ordre dans lequel les boules sortent. Il y a quelques subtilités, comme par exemple un numéro chance ou encore des gains partiels, que l'on détaillera plus tard. Chaque tirage de loto représente donc une expérience aléatoire sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. La première question qu'il est assez naturel de se poser est combien y a-t-il de tirages différents? Formulé autrement, de combien de manières peut-on choisir 5 boules parmi 49? Ou plus généralement, de combien de manières peut-on choisir K boules parmi N? Tout d'abord, il faut préciser le vocabulaire que l'on utilise. On parle d'arrangement si l'on prend en compte l'ordre dans lequel les boules sortent, et on parle de combinaison si on ne prend pas cet ordre en compte. Dans le contexte du tirage du loto, l'ordre des boules ne compte pas, on s'intéresse donc au nombre de combinaisons, et on cherche à déterminer CKN. On appelle ces nombres des coefficients binomiaux. Dans la suite, nous allons voir 3 différentes manières de raisonner pour déterminer ces nombres. Pour illustrer ces raisonnements, je vais m'appuyer sur un exemple simple, choisir 3 boules parmi 5, c'est-à-dire déterminer C3, 5. La première méthode est de lister une par une toutes les possibilités. Dans l'exemple, cela donne ABC, puis ABD, ABE, ensuite ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE et enfin CDE. On trouve donc C3, 5 est égal à 10. Les deux inconvénients de cette méthode sont que premièrement, elle peut être assez fastidieuse si les nombres de boules sont très grands, et deuxièmement, elle peut être assez difficile à automatiser parce qu'il faut faire attention à ne pas compter plusieurs fois certaines possibilités, qui diffèrent seulement au niveau de l'ordre. La seconde méthode consiste à déterminer des relations, c'est-à-dire des formules, entre les différents coefficients binomiaux. La première formule que l'on peut utiliser est CKN est égal à Cn-Kn. En effet, cela revient au même de choisir quelles seront les K boules que l'on tire au sort, ou les N-K boules qu'on ne tirera pas au sort. Dans notre premier exemple, choisir la combinaison A-B-C revient à ne pas choisir les boules D et E, et ainsi de suite. Les deux formules suivantes permettent de traiter les cas où on ne tire presque aucune boule, ou alors presque toutes les boules par symétrie. La première de ces formules est C0n est égal à 1, et donc CNN est égal à 1. Concrètement, si l'on veut tirer toutes les boules ou aucune boule, il n'y a qu'une seule possibilité. La seconde est C1n est égal à n, et donc Cn-1n est égal à n. Concrètement, si l'on veut choisir une boule parmi 5, on peut choisir soit la boule A, soit la boule B, soit la boule C, soit la boule D, soit la boule E. On a donc une possibilité par boule, donc 5 possibilités. C'est la même chose avec n boules, on a une possibilité par boule, donc n possibilités. La dernière formule, appelée formule du triangle de Pascal, est la suivante. CKN est égal à la somme CK-1n-1 plus CKn-1. L'idée pour comprendre d'où vient cette formule est de séparer les possibilités en deux groupes. D'un côté, toutes les possibilités qui contiennent la boule A, et de l'autre, toutes celles qui ne la contiennent pas. Dans le premier groupe, il reste à choisir 2 boules parmi les 4 restantes, c'est-à-dire C2, 4 possibilités. Dans le second groupe, il reste à choisir 3 boules parmi les 4 restantes, c'est-à-dire C3, 4 possibilités. On a donc au final C3, 5 qui est égal à C2, 4 plus C3, 4. Et de même, avec K et N, CKN est égal à CK-1n-1 plus CKn-1. Une fois cette décomposition faite, il nous faut déterminer CK-1n-1 et CKn-1. Pour cela, on applique les mêmes formules sur ces nombres jusqu'à arriver à un cas simple de type C1m. Concrètement, si l'on veut calculer C3, 5, on le décompose en C2, 4 plus C3, 4. C3, 4, on reconnaît la formule Cm-1m, donc on sait le déterminer. Et C2, 4, on le décompose en C1, 3 plus C2, 3.
Et là, on reconnaît les formules C1M ou Cm-1m, on sait donc les déterminer. On a donc au final 3 plus 4, et on retombe sur les 10 possibilités qu'on avait trouvées tout à l'heure. On peut également remplir un tableau donnant les valeurs des CKN grâce à ces formules. On commence par prendre notre tableau vide. On remplit les valeurs des bords qui correspondent aux cas C0n et CNN, puis C1n et Cn-1n. Pour les cases vides, on va utiliser la formule du triangle de Pascal. Par exemple, C2,4 va être égal à C1,3 plus C2,3, c'est-à-dire 3 plus 3, donc 6. On peut ensuite faire de même avec la ligne CK5, puis avec la ligne suivante, puis la suivante, et ainsi de suite. Le défaut de cette méthode est que si n est grand et que k est proche de n sur 2, elle peut être longue et fastidieuse. On aimerait avoir une formule explicite que l'on puisse appliquer dans n'importe quel cas. Comme on l'a vu lorsqu'on a listé toutes les possibilités lors de la première méthode, ne pas tenir compte de l'ordre peut s'avérer contraignant. Une autre approche est de compter le nombre d'arrangements plutôt que le nombre de combinaisons, c'est-à-dire qu'on va par exemple distinguer A, B, C de B à C, puis on va trier ces arrangements dans des cases. Deux arrangements d'une même case contiennent les mêmes boules mais dans un ordre différent. Pour résumer, on compte le nombre d'arrangements, puis on réunit dans une même case tous les arrangements qui correspondent à la même combinaison. On forme donc CKN cases, et pour des raisons de symétrie, toutes ces cases ont le même nombre d'éléments. On aura ensuite la relation suivante, AKN est égal à CKN multiplié par le nombre d'éléments par case. Il nous faut donc déterminer les nombres AKN ainsi que le nombre d'éléments par case. On commence par les arrangements AKN. L'idée est la suivante. On aura n possibilités pour choisir la première boule, puis n-1 possibilités pour la seconde, puis n-2 possibilités pour la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à n-k plus 1 possibilité pour la dernière boule. On aurait donc AKN est égal à n multiplié par n-1, multiplié par n-2, ainsi de suite, jusqu'à multiplier par n-k plus 1. Pour se convaincre qu'il faut bien multiplier ces termes, le plus simple est de représenter la situation par un arbre. On a d'abord n choix pour la première boule, puis n-1 choix pour la seconde, n-2 choix pour la troisième, et ainsi de suite jusqu'à n-k plus 1 choix pour la dernière. À chaque déplacement horizontal, le nombre de branches est égal au nombre de branches qu'il y avait à l'étape précédente, multiplié par le nombre de branches qu'on a rajouté au bout de chaque extrémité. Pour l'ordre dans lequel on tire ces k-boules, la manière de raisonner est la même. Il y a d'abord k possibilités pour la première boule, puis k-1 possibilité pour la seconde, k-2 pour la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à 2 possibilités pour l'avant-dernière et une seule possibilité pour la dernière. On a donc k multiplié par k-1, multiplié par k-2, et ainsi de suite jusqu'à multiplier par 2 par 1. On appelle ce nombre factoriel k qu'on note k point d'exclamation. On obtient donc ckn est égal à n multiplié par n-1 multiplié par n-2 jusqu'à multiplier par n-k plus 1 divisé par k multiplié par k-1 multiplié par k-2 etc. jusqu'à multiplier par 2 puis par 1. Qu'on peut également écrire factoriel n sur factoriel n-k multiplié par factoriel k. Dans le contexte du tirage du loto, on tire donc 5 boules parmi 49, on cherche donc le nombre C549. On a donc montré qu'il valait 49 multiplié par 48 multiplié par 47 multiplié par 46 multiplié par 45 divisé par 5 x 4 x 3 x 2 x 1 qui est de l'ordre de 1 900 000. Les boules étant toutes identiques, tous les tirages ont la même probabilité de sortir. On parle d'une probabilité uniforme sur l'ensemble des tirages. Pour déterminer la probabilité de gagner, on prend donc le nombre de tirages gagnants que l'on divise sur le nombre de tirages total. Ici, ce sera donc 1 divisé par C549, qui sera donc de l'ordre de 1 sur 1 900 000. Ce résultat correspond à la version simplifiée du loto dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Dans le tirage officiel du loto, après avoir fait le tirage de 5 boules dans une urne de 49 boules, il y a le tirage d'un 6e numéro appelé numéro chance dans une nouvelle urne contenant 10 boules. C'est assez intuitif de se dire que le tirage dans un des deux bouliers n'aura aucune influence sur le tirage de l'autre boulier. On dit que les deux tirages sont indépendants. La probabilité de gagner au loto officiel
est donc de 1 sur C549 multiplié par 1 sur C110 qui correspond à la probabilité de trouver le numéro chance. Comme C110 est égal à 10, la probabilité de gagner au loto est de l'ordre de 1 sur 19 millions. Dans les règles officielles du loto, si l'on arrive à trouver un certain nombre de boules qui sont sorties du boulier, on gagne tout de même un certain gain. Les gains sont répertoriés dans le tableau suivant. Il est donc assez naturel de se demander quelle est la probabilité de trouver par exemple exactement 2 boules dans le premier boulier ainsi que le numéro chance. Pour déterminer ce type de probabilité, on va d'abord se concentrer uniquement sur le boulier de 49 boules. L'idée est de séparer les 49 boules en 5 plus 44. D'un côté les 5 boules qui sortiront du boulier, et de l'autre les 44 qui resteront dedans. Trouver exactement par exemple 2 boules revient à avoir sélectionné 2 boules parmi 5 dans le premier groupe, et 3 boules parmi 44 dans le second groupe. Le nombre de possibilités est donc de C2, 5 multiplié par C, 5 moins 2, 44, c'est-à-dire C3, 44. De même, pour trouver exactement K boules, le nombre de possibilités sera de CK5 multiplié par C, 5 moins K, 44. Comme précédemment, si l'on veut une probabilité plutôt qu'un nombre de tirages, il suffit de diviser le nombre obtenu par le nombre de tirages total, c'est-à-dire C5, 49. Si l'on veut également considérer le numéro chance, il suffit de multiplier par 1 dixième ou 9 dixièmes selon qu'on souhaite obtenir ou non le numéro chance. On obtient finalement les probabilités suivantes. On voit qu'il y a par exemple environ une chance sur 2 de ne trouver aucun numéro, ou encore 5 chances sur 6 de ne rien gagner, c'est-à-dire de perdre 2,20 €. Grâce à ces probabilités et à ces gains, on peut déterminer si le jeu du loto est favorable, défavorable ou équitable. Pour cela, on calcule ce qu'on appelle l'espérance du gain. Pour faire ce calcul, on prend chaque gain, on le multiplie par la probabilité qui lui est associée, et on somme le tout. On obtient une espérance d'environ 87 centimes. Un théorème mathématique, du nom de loi des grands nombres, nous dit que si l'on joue un très grand nombre de fois, le gain total divisé par le nombre de parties tendra vers l'espérance, c'est-à-dire ici tendra vers 87 centimes. En prenant en compte la mise de 2,20 €, la perte par partie tendra donc vers 1,33 €. Le jeu du loto est donc défavorable pour le joueur. Mais il faut faire attention à interpréter la loi des grands nombres correctement. En effet, elle n'est valable que si l'on joue un très grand nombre de fois, idéalement une infinité. Mais ici, étant donné qu'il y a moins d'un tirage de loto par jour, si l'on veut jouer par exemple 1 million de fois, il faudrait pouvoir vivre plus de 2700 ans, ce qui est tout simplement impossible. En revanche, si l'on se place du point de vue des organisateurs, en considérant que chaque joueur va choisir ses numéros indépendamment de ce que son voisin a choisi, il y a pour chaque tirage des millions de joueurs qui tentent leur chance. Donc la loi des grands nombres s'applique, et du point de vue des organisateurs, le gain par joueur sera d'en moyenne 1,33 €. Le jeu du loto leur est donc favorable.